La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonjour Hélène. Bonjour Anne. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Je suis super contente de te recevoir. Je commence toujours par poser la question de savoir, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs? Alors oui, merci Anne de me donner cette opportunité. Mon nom c'est Hélène Kadima. Je suis maman de 2 petits garçons. Je travaille dans l'industrie pharmaceutique. J'ai fait des études scientifiques. Et en cours du soir, j'ai étudié l'herboristerie, tout ce qui est traitement naturel avec des plantes. Et à côté de ça, en fait, j'ai créé une herboristerie en ligne. Mais cette herboristerie est spécialisée en phytocosmétiques. Et ces cosmétiques, en fait, c'est moi qui les fais. D'accord. Voilà. Pas mal. Ça commence bien. Ça commence bien. Donc, tu as lancé quelques petites bombes sur lesquelles on va revenir par la suite. Je voulais savoir, quand j'ai été proposé de participer au podcast, comment est-ce que tu l'as reçu, cette invitation? Je veux dire, qu'est-ce que ça t'a fait? C'était la bienvenue. Et moi, je suis passionnée par ce que je fais. Et quand on me demande de parler de ce que j'ai fait, j'ai dit oui tout de suite. Ça, c'est génial. C'est génial. Et le terme afropéenne, tu connaissais? Les termes afropéennes, oui, j'avais déjà entendu ça. C'est tout. C'est des afro-descendants vivant en Europe. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu te sens concernée? Parce qu'il y en a qui disent non. Si, je suis africaine de base. Je suis née en Afrique. Je suis née au Congo, plus précisément. Mais j'ai grandi en Belgique. J'ai les 2 cultures, à vrai dire. Certaines personnes de ma culture, quand ils vont me regarder, ils vont dire « Oh, mais toi, t'es comme une Européenne. » Les Européens, ils ne me voient pas comme une Européenne. Je ne suis pas européenne. Mais je ne suis pas non plus 150% africaine. Je suis les deux, en fait. C'est un mélange de 2 cultures. Moi, je prends ce qui est bon chez nous. Je prends ce qui est bon chez les Européens également. Et je fais un mix. Ça, c'est moi. Allez, super. C'est ma conception aussi. Alors, ici, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus profondément de ton parcours? Moi, j'aime bien que les gens commencent par tout simplement leur enfance, pour qu'on voit un peu l'évolution de la personne. D'accord. Écoute, moi, je suis née au Congo, plus précisément dans les Kasaï. Donc, pour ceux qui connaissent, je suis Moulouba. On parle les Tulba chez nous. Ah oui, ça. Voilà. C'est connu. Et j'ai grandi. Je suis née au Congo, donc jusqu'à mes 12 ans. Je suis venue en Belgique à mes 12 ans avec ma famille. Et j'ai grandi à Schaerbeek. J'ai évolué à Schaerbeek jusqu'à mes 21 ans. J'ai vécu même plus que 21 ans, 25 ans. Pratiquement, j'étais à Schaerbeek. Et puis, j'ai étudié à l'université à l'ULB. J'ai fait sciences biologie médicale. Après ça, en fait, j'ai travaillé directement pour des sociétés pharmaceutiques. J'ai commencé par GSK. Et puis, j'ai enchaîné chez UCB. Où je suis en fait chef des recherches cliniques. C'est-à-dire qu'on fait des tests des médicaments. Donc, voilà. Moi, je vais m'occuper, par exemple, d'un protocole, de la rédaction du protocole. Donc, on a les gens qui travaillent dans les laboratoires, ils trouvent une molécule qui trouvent que c'est un bon candidat pour un futur médicament. Ils viennent chez nous, ils nous donnent ça. Et alors, on écrit les protocoles de recherche. On va dire, par exemple, on veut recruter dans cette étude des patients de telle catégorie avec telle maladie qui correspond à ça. Et puis, mon boulot, c'est de mettre tout ça en musique, si on veut, de trouver donc les hôpitaux qui vont faire les tests pour nous,
Ils vont recruter les patients et puis la récolte des données, l'analyse des données et la rédaction de la conclusion, en fait, des protocoles finaux des recherches. Donc, c'est du boulot. C'est du boulot. Et ça, tu fais depuis donc, que tu es diplômée? Depuis que je suis diplômée, voilà. Jusqu'ici, en 2019, en fait, je me suis donc lancée dans l'herboristerie. Oui. Mais ça, la formation en herboristerie, tu l'as fait en cours du soir, mais où à l'IFP, à Uccle. Ah oui, ok, je vois très bien. Oui. L'IFP à Uccle. Je vois, c'est une école en alternance qui donne des cours du jour et du soir. Voilà, et du soir, oui. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de formations. Ils ont un énorme catalogue de formations, très très intéressant. Ok, chouette. Donc c'est là que tu fais ta formation. Pendant que tu travailles, tu fais cette formation le soir. Oui. Et dès que tu finis, tu ouvres. Mais en fait, non, j'ai fait la formation et j'avais ouvert mon herboristerie en parallèle. Si tu veux, en fait, j'avais 40 ans, les 40 ans approchaient, et puis j'ai senti qu'il fallait que je réalise quelque chose. Voilà, c'était vraiment pressant pour moi. Mais en discutant avec des amis et tout, en fait, j'ai toujours voulu créer quelque chose. Souvent, je pensais à l'Afrique. Et comme j'étais dans l'industrie pharmaceutique, ce que je voulais faire, c'est créer, par exemple, une industrie qui va produire des médicaments génériques. Oui. Et puis, j'ai vu que c'était pas cher pour le continent. Parce que les continents, en fait, on importe beaucoup de médicaments et il y a beaucoup de contrefaçons. Et j'ai toujours trouvé ça scandaleux. Et je voulais un peu intervenir à ce niveau-là. Mais c'est colossal comme projet, ça demande de l'argent. Le nerf de la guerre. Voilà, ça demande de l'argent. Et s'installer en Afrique, c'est pas si évident que ça. Oui. En tout cas, l'industrie où tu vas produire des médicaments, etc. Ça m'a. C'est très réglementé. C'est très réglementé, mais les réglementations en soi, aussi, c'est pas ça le problème. C'est déjà, il faut avoir les moyens. Oui, les moyens financiers. Quand on a les finances, tout est possible. Okay. Voilà. Tu peux trouver des gens qui vont t'aider pour respecter toutes ces normes et toute la logistique, mais au départ, il faut un gros capital. Le nerf de la guerre. Voilà. Okay. Et, mais donc, ça, c'était ça, mon projet initial. Et en discutant avec des amis, en fait, ils m'ont dit, mais Hélène, pourquoi tu n'explorerais pas la pharmacopée africaine? L'idée a commencé à germer, mais ayant fait des études scientifiques, pourtant, dans mon enfance, on me traitait avec des plantes. Oui. Dans mon souvenir. Pour tous ceux qui ont vécu en Afrique, je pense mais on a tous connu ça. Voilà, mais c'est comme si cette partie de ma vie, je l'avais un peu occultée. La science avait pris le dessus. Oui. Et j'avais ces problèmes de dosage qui me causaient problème parce que chez nous, on dit souvent, oui, tu prends telle plante, tu mets dans l'eau, tu bois. Mais ils ne savent pas te dire exactement quelle quantité, quelle est la fréquence. Et, et reproduire aussi est compliqué. Voilà, reproduire, c'était compliqué. Et puis, j'ai dit, ok, pourquoi pas. Et puis, j'ai dit, mais il faut que je me forme pour ça parce que je connais quelques plantes, mais je n'avais pas une connaissance au point de prétendre que je vais ouvrir quelque chose en rapport avec ça. J'ai dit, je vais me former. Et puis, me former, trouver une école qui va m'apprendre des plantes africaines, ce n'est pas si évident que ça. Alors, j'ai dit, je vais apprendre les plantes européennes. Je vais apprendre comment ils transforment ça. Et je vais tout simplement reproduire la même chose sur les plantes africaines. D'accord. Voilà. Et puis avec Internet, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait déjà beaucoup de recherches sur les plantes africaines, qu'il y avait énormément d'informations disponibles. On ne se rend pas compte de tout le travail qui est déjà fait. Voilà. Parce que je pense que c'est vraiment un problème de communication. Problème de communication, de connaissances. Et de mise en avant. Et de mise en avant. Même sur les sites, par exemple, de l'IME, l'agence du médicament... l'Agence européenne du médicament, ils ont une section plantes où tu vas retrouver des plantes et toutes les études scientifiques qui ont été faites sur ces plantes. Donc il y a quand même pas mal de travail déjà fait en amont. Oui. L'OMS aussi a une section où ils traitent des plantes. Voilà. Et en fait, c'est une mine d'or. On peut trouver plein d'informations là-dessus. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut le chercher, en fait. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Mais l'accès à l'information, tout part de là. Oui.
Tu as un besoin et puis tu te dis où est-ce que je vais trouver l'information, tu te mets à chercher et puis tu trouves. Ok. Ouais. Enfin, voilà. Donc, c'est parti de là. Et donc, j'ai étudié l'herboristerie, j'ai appris à faire des gélules. Donc, voilà, je me suis dit, je ferai la même chose, en fait, pour les plantes médicinales. Et donc, mon projet, c'est vraiment... ici, c'est de planter nos plantes en Afrique. Par exemple, les moringas. Je suis tombée folle amoureuse du moringa. Je connais très bien, j'en ai à la maison. Oui. Mais j'achète ça chez mon épicière africaine. Après, elle va pas te conseiller, elle va pas te dire. C'est du thé, elle me dit c'est bon pour la santé. Il a écrit toutes les vertus derrière, mais il y en a 50 000. Voilà. Est-ce que c'est vraiment vrai? Non, c'est vraiment vrai. Ouais. Je peux pas attester de toutes les vertus qu'elle t'a mis sur la liste, mais je sais qu'il y a énormément de vertus pour cette plante. Ok. Et donc, voilà, moi, non seulement les moringas, en fait, c'est une plante que tu peux utiliser entièrement. Les feuilles, tu peux les réduire en poudre. Les graines, tu peux faire une huile. Et l'huile de moringa, c'est une merveille. Waouh. Il faut que tu mets ça sur tes cheveux afro, par exemple. Tu vas voir. Ici, moi, je viens de laver mes cheveux. J'allais faire un soir. Mais bon, je me suis arrêtée. Parce que je suis arrivée. Désolée. Pas de souci. Mais en fait, ça rend vraiment les cheveux soft. Et en plus de ça, dans les moringas, en fait, il y a plein de vitamines. Il y a la vitamine B. Les différentes vitamines B sont dedans. T'as du zinc, t'as du fer, t'as du fer dedans. Et t'as les magnésiums, t'as plein des micronutriments, en fait, des sels minéraux, etc. Mais regarde, si tu associes les zinc, la vitamine B et du fer, c'est excellent pour les cheveux. Ok. C'est la combinaison gagnante, en fait, pour les cheveux. Okay. Non seulement c'est bon pour les cheveux, mais c'est également bon pour la peau. C'est plein d'antioxydants. Donc, pour la jeunesse de la peau, moi, je me fais un soin, par exemple, les soirs. Parfois, je fais un sérum où je fais mes soins moi-même. Je mets... Ouais, j'imagine. Attends. Tu as fait tout ce parcours pour acheter. Non, mais oui, attends, c'est un luxe. J'ai fait de l'aloe vera. Ouais. L'aloe vera, tu mélanges ça avec... je mélange ça avec de l'hydrolat. Les hydrolats, je peux les choisir en fonction en fait, de ce que j'ai envie comme résultat, par exemple. Un sérum purifiant, je vais mettre par exemple de l'hydrolat de lavande qui est aussi excellent en fait, pour la peau. Je mélange avec l'aloe vera et je ramène un petit peu de l'huile essentielle. Je peux mettre l'huile essentielle que je veux en fonction de mes besoins pour la peau. Mais ici, je mets par exemple la lavande. Donc, je lave mon visage les soirs. Je mets mon sérum sur les visages et au-dessus, je mets l'huile de moringa. J'adore. Je me réveille le lendemain, j'ai un visage parfait. Tu es un bébé. Je suis un bébé. Mais franchement, parfois, je me mets et j'aime bien, je me touche comme ça parce que la peau est tellement douce que je suis là toute seule à me toucher. Tu t'auto-complimentes. Voilà là que j'ai une belle peau. Non, mais et tout ça... Enfin, tu le produis, ce que tu dis là. Oui. Donc, on peut le trouver sur ton site internet. Tout n'est pas sur mon site internet. Les sérums, par exemple, je l'ai fait depuis 1 an sur demande d'une personne qui m'a demandé un sérum. Et je l'ai fait, en fait, je l'ai vendu à elle. Elle l'a demandé tellement de fois que maintenant, j'ai décidé que je vais maintenant les produire. Je le produisais pour elle. Mais il n'y a pas besoin. Je vais les produire maintenant en grande quantité et je vais les mettre aussi sur mon site et ça va être mis en vente. Ok, donc, génial, voilà. C'est tout un programme, hein. Franchement, chapeau. Donc ici, on est dans ton labo. Oui. Bon, on ne le voit pas, mais on va essayer de décrire. Tout à l'heure, quand je suis arrivée, tu m'expliquais un peu... parce que avant d'aller plus loin, tu es en train de te mettre en ordre. Voilà. Pour dire de façon professionnelle, parce que je ne veux pas dire une bêtise. Mais en fait, pour faire des cosmétiques, il y a une réglementation. Il y a d'abord la réglementation européenne et on doit se mettre aussi aux normes. Et cette norme, c'est l'ISO 22716 qui règle en fait la façon dont il faut produire. En fait, il faut produire les cosmétiques dans les bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques. Et ces bonnes pratiques te disent en fait que ton labo doit être disposé d'une certaine façon. En fait, l'objectif de cette réglementation, c'est de produire des cosmétiques de qualité, mais qui sont aussi sains et qui ne vont pas causer des problèmes de santé aux personnes qui vont l'utiliser. Ouais. Voilà. Il faut tester la toxicité de ton produit cosmétique, donc il faut faire des tests.
des tests microbiennes, par exemple, pour voir que... Parce que si tu te mets un produit sur les visages, tu ne vas pas t'appliquer des microbes. C'est réglementé, il ne peut pas y avoir autant de bactéries, d'unités de bactéries. Dans une crème pour la peau, c'est différent qu'une crème qui te va... La peau du visage, c'est différent qu'une crème qui te va t'appliquer sur les corps. Oui. Et les savons, ce n'est pas les mêmes réglementations quand tu fabriques un savon que quand tu fabriques les crèmes. Okay. Toutes les crèmes où tu mets de l'eau, par exemple, il faut d'office faire les tests microbiens dedans. Ok. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le labo, et c'est ça que tu es en train d'organiser, doit être... Voilà. Ça doit être organisé d'une certaine façon. Il faut avoir des zones bien spécifiques. Tu dois avoir une zone production, une zone où tu stockes tes matières premières, une zone où tu fais tes conditionnements, ça veut dire que tu vas mettre ton cosmétique dans le pot ou la bouteille qui va avec. Et puis, il faut une zone de contrôle qualité, c'est-à-dire que si tu dis aux gens que tu mets dans ta bouteille 30 grammes de crème, il faut que les gens retrouvent 30 grammes de crème, par exemple. Oui. Voilà. Et tu fais tout ça après le boulot, avant les enfants. Mais en fait, et tu n'as qu'une vie. Je n'ai qu'une vie. Je travaille à temps plein pour l'instant. Oui. Mais je vais diminuer mes heures de travail dans le futur parce que ça fait 2 ans que je n'étais pas à fond dans les cosmétiques il y a 2 ans. Mais maintenant, en fait, c'est l'activité que j'ai envie de mettre en avant parce que j'ai les capacités de le faire. Ça ne demande pas tant de finances que ça. C'est faisable. Mais je n'oublie pas tout ce qui est plantes médicinales parce que je vends toujours des plantes en ligne aussi. Okay. Et la production des plantes, les plantations en Afrique, c'est dans un futur proche. Ah, voilà, donc tu as un projet. J'ai un projet en fait. Dans ce sens-là. Ma famille a des terrains et je voudrais en fait planter. Certaines plantes, je vais commencer par les moringas parce que ça m'intéresse directement. Que le début de l'aventure. Hein. Voilà, les moringas par exemple, je vais pouvoir les vendre en tant que médicament et je vais pouvoir l'utiliser dans mes cosmétiques. Ok. Voilà. Eh ben... Je vends déjà l'huile de moringa brute. C'est génial ça. Mais je fais par exemple un baume à base de moringa. Ça, je le commercialise déjà, on peut le trouver déjà sur mon site internet. Et je vais faire des savons. Je me suis mise au savon il n'y a pas longtemps. Regarde, ici là. C'est mon premier savon que j'ai fait. C'est magnifique. Je ferai une photo, je mettrai d'office sur les réseaux. C'est beau. Donc voilà. Oui, voilà, je ferai des savons au moringa. En fait, le moringa, tu peux en faire plein de produits dérivés. C'est vraiment... Après Dieu, c'est le moringa. Pour les auditeurs, retenez ça. Si on n'a retenu qu'une chose aujourd'hui, c'est moringa. Mais t'inquiète, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Hein, je retiens ça. Mais j'avais une question ici. Est-ce que dans ton parcours, tu as souvent été la seule femme noire? Parce que moi, je connais pas beaucoup d'autres autour de mon entourage, enfin, dans mon entourage qui font ce que tu fais. Je veux dire, dans tes études, que ce soit à l'ULB ou à l'EFP, tu as rencontré d'autres femmes noires qui avaient le même parcours? À l'ULB, j'avais des compatriotes, enfin des Africaines qui ont fait les mêmes études que moi. Dans mon boulot, en Belgique, il n'y a pas d'autres noirs, en fait, là où je suis. Dans les différentes institutions que tu as travaillé. En fait, vraiment dans recherche clinique, là où je suis, en fait, chez UCB, il n'y a pas d'autres noirs. Mais je sais qu'il y a des femmes noires. Les Américaines, par exemple, il y en a beaucoup parce que UCB, c'est une société internationale. Il y a beaucoup de femmes américaines qui sont femmes noires américaines. Mais il y a aussi des Nigérians, par exemple, qui sont là. Mais ils sont plutôt aux États-Unis ou à Londres. Donc, j'ai des compatriotes africaines et noires américains. Mais ils ne sont pas en Belgique, par exemple. Belgique, voilà. Mais j'ai des connaissances qui travaillent chez GSK, qui, dans un milieu pharmaceutique, il y en a. Ok, ça c'est chouette. Mais il n'y en a pas tant que ça. Je pense Mais pendant les études, vous êtes nombreuses ou pas? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non. Donc c'est cohérent par rapport à ce qu'on retrouve dans le milieu professionnel. Oui, on peut dire ça, oui. Au niveau de la Belgique, en tout cas, on était quoi? Dans la classe des Noirs, on était 4 noirs. 4. Sur peut-être une vingtaine d'étudiants. Parce que tu penses que c'est un secteur qui attire moins les gens de notre communauté ou il y a une raison? Peut-être qu'ils ne connaissent pas parce que souvent ils se dirigent vers la médecine, les soins infirmières. Parce qu'on ne voit pas l'opportunité peut-être. On ne voit peut-être pas l'opportunité. On voit peut-être pas l'opportunité.
Mais moi, pour trouver déjà ces études, j'ai fait une recherche sur Internet. Ok. Tu sais que j'ai étudié avec ton frère, Oui, on était à Lisible. Mais et comment Pendant que j'étais à Lisible, j'ai eu une crise où je ne savais plus ce que je voulais faire, etc. Et puis, j'ai été en ligne. En fait, j'ai rempli un questionnaire sur mes... C'était pas la CIEP? Non, c'est pas le questionnaire de la CIEP? Peut-être c'était CIEP, ouais. Je ne saurais pas te dire quel site c'était. Et puis, j'ai vu biologie médicale. J'ai vu technologue de laboratoire. Parce qu'en fait, j'ai oublié de dire, dans mon parcours, j'ai commencé par faire un graduat. Donc, quand j'ai quitté Lisible, j'ai fait un graduat pour travailler comme technologue de laboratoire. Pour ceux qui ne savent pas, Lisible, c'est ingénieur. Donc, pour dire qu'on a fait le grand écart. J'adore. Non, mais c'est ça qu'on aime. C'est ça, la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie. Voilà. Et puis, j'ai commencé à travailler à Erasme. Tout de suite, j'ai fait mon stage au laboratoire d'Erasme. Ouais. J'ai été engagée à Erasme. Mais c'était pas encore ça. C'était pas encore ça. En fait, c'était très routinier comme travail. Mais en fait, je ne m'attendais pas à ça. C'était vraiment le travail de laboratoire dans les hôpitaux. C'est prendre les tubes de sang, mettre sur l'appareil. C'est comme à l'usine. Voilà. C'était pas si excitant que ça comme travail. Ok. Donc tu t'es dit, c'est pas pour la vie. C'est pas pour la vie. Et tout de suite, pendant que j'étais à Erasme, je me suis inscrite à l'ILB. J'ai fait une passerelle. J'ai travaillé comme mi-temps à Erasme. Ouais. Et puis, je me suis inscrite à passerelle. Et j'étais très exigeante avec mes managers. Je commençais à demander des horaires spécifiques. Au début, elle m'accordait. Mais ça commençait à créer de la jalousie parmi mes collègues en disant pourquoi elle, machin. Et alors, pour mettre court à l'histoire, elle m'a virée. Ah ouais, carrément. Elle m'a dit non, écoute Hélène, bon, je vois que tu fais un truc. Voilà, en fait, tu fais les études, on voit que tu as envie de faire les études. On te conseille de continuer plutôt tes études que de travailler. Gentiment. Voilà. Elle a bien emballé le truc. Voilà, elle a bien emballé les trucs. Sur les moments, ça m'a choqué parce que c'était la première fois qu'on me virait. On ne m'a pas viré parce que j'ai fait quelque chose de mal, mais parce qu'il y avait des petites jalousies. Ils trouvaient qu'on me favorisait en me donnant des horaires spécifiques et tout ça. En fait, j'aime bien que tu racontes cette histoire parce que, tu vois, on sort un peu du contexte. Oui, je suis une femme, donc, ou je suis noire, donc. Ici, on t'a même plutôt favorisé. On m'a favorisé. On m'a favorisé. Et les Blancs ont trouvé que c'était trop. C'était trop. Ça créait de la jalousie. Ouais. Et donc, on m'a viré. Et puis, bon, dans ce moment-là, j'ai arrêté. J'ai commencé vraiment à étudier. Mais je faisais quand même, pendant mes études, en fait, la prof des hématologies, quand on a fait les TP, elle trouvait que je faisais ça très bien. Elle m'a engagée à Brickman. Donc pendant les week-ends et pendant tout l'été, je travaillais toujours à l'hôpital de Brickman comme étudiante au labo d'hématologie. Ok. Mais donc voilà, en fait, j'ai financé mes études comme ça, en travaillant, en étudiant. Et donc voilà, ça c'est la parenthèse. Et après ça, quand j'ai fini l'ILB, là je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est un peu mon parcours, quoi. Ouais. Et là, tu as tout de suite trouvé que c'était ta place. Ça, c'était ma place, voilà. Là, tu l'as senti. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de l'histoire. En tout cas, c'était vraiment passionnant. Je mettrai toutes les références dans le listing du podcast. Avant de finir, quand même, pour de vrai, je demande toujours aux invités si elles peuvent me donner une référence, quelque chose qui les a portés dans leur parcours, que ce soit un livre, un film, une musique, autre chose, où tu te dis, ça j'aurais aimé savoir dès le début, ou ça m'a vraiment... Mais en fait, je vais te dire un truc qui m'a... On a vu une fois au cinéma, les films, ça s'appelait Des caractères. C'était un film, c'est un vieux film. Je me demande si c'est pas belge ou hollandais. Des caractères. Donc c'était une histoire en fait d'un garçon, d'une mère, femme de ménage. Elle travaillait chez son patron et puis elle est tombée enceinte du patron et puis le patron l'a rejetée. Elle a continué à travailler pour cet homme, mais l'homme n'a jamais reconnu l'enfant. Et l'enfant, il était pauvre. Il a vraiment grandi dans la pauvreté alors que son père était riche. Je m'identifiais parce que je viens d'une famille pauvre. Et j'ai vu, en fait, dans les films, que le garçon, il a appris, en partant de rien, il a appris l'anglais.
il est devenu avocat, il a vraiment grimpé les échelons, il est devenu quelqu'un malgré toutes ses difficultés financières ou les régies familiales, etc. Et je me suis identifiée au niveau où je viens d'une famille pauvre, c'est vrai, mais tout est possible, même si tu viens d'une famille pauvre, tu peux te former. Ok. C'est un film que tu as vu à quel âge? Oh, j'étais jeune, hein, j'étais encore à l'école secondaire, mais il m'a porté toute ma vie. C'est génial. C'est un film qui m'a porté toute ma vie. Et j'ai toujours. Les références. Tu peux aller rechercher des caractères. C'est en néerlandais, je pense. Et vraiment, ce film m'a porté toute ma vie. Ça a été en fait ma motivation, que tout est possible. Tu peux apprendre des zéros, tu peux avoir des parents illettrés qui ne parlent pas peut-être le français ou l'anglais, mais toi, tu peux changer les choses, quoi. Et je suis partie de là, ça m'a toujours motivée. Donc, ça m'a toujours porté. Et puis plus tard, j'ai beaucoup fait de développement personnel. En fait, j'ai appris aussi l'anglais en cours de temps. Oui, tu m'as raconté ça. Voilà, et j'ai commencé à écouter beaucoup des vidéos de motivation des Américains. Et ça m'a aussi donné beaucoup de courage en fait, dans mon évolution. Voilà. Eh ben, merci beaucoup parce que c'était vraiment super inspirant. J'espère que les auditeurs vont apprécier comme j'ai apprécié notre discussion. Je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, Anne. Et beaucoup de courage, parce que j'ai compris que c'était que le début, en fait, de l'aventure. Oui, ce n'est que le début de l'aventure. Je n'ai aucun doute sur le fait que ça va être magnifique. En tout cas, nous, on te suivra. Et merci beaucoup pour ta présence sur ce podcast. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!